26 juin 1953, Moscou. Le silence règne dans les couloirs du Kremlin. Dans une salle à haut plafond, sous la lueur déclinante des lustres, Lavrenti Beria, le redoutable homme de main de Staline, prend place à la table du Présidium. Pendant plus de 20 ans, il a été l'homme que personne n'osait regarder dans les yeux. Ministres, généraux, même les membres du Politburo s'inclinaient sous son regard. Ce soir, il est persuadé qu'il s'agit d'une nouvelle réunion décisive, une nuit pour dicter le cours du nouvel ordre soviétique. Mais sous cette apparente tranquillité, quelque chose a changé. De l'autre côté de la table, Georgi Malenkov jette un coup d'œil au maréchal Djoukov, le héros de guerre qui sauva jadis Moscou d'Hitler. Un hochement de tête s'échange entre eux, discret, calculé, mais lourd de conséquences. La réunion commence par des politesses d'usage. Points à l'ordre du jour, rapports, formalités. Puis, soudain, la voix de Malenkov change. « Camarade Beria, dit-il d'un ton égal, vous êtes en état d'arrestation. » Pendant un instant, personne ne bouge. Le visage de Beria se fige. Ses mots planent comme une détonation qui n'a pas encore retenti. Il se lève, balbutiant qu'il doit s'agir d'un malentendu, d'un piège. Des soldats entrent dans la pièce, leurs bottes résonnant lourdement sur le marbre. Les hommes de Djoukov. Le bruit de leurs armes fige l'instant dans l'histoire. Le chasseur devient la proie. L'esprit de Beria parcourt à toute vitesse les couloirs de son propre empire. Les prisons, les interrogatoires, les aveux qu'il a extorqués. Il sait comment ces nuits se terminent. Sa voix se brise en supplication. Il avouera, coopérera, révélera tout. Mais la clémence n'est pas au programme. Le regard de Malenkov est froid. Khrouchtchev reste silencieux, observant la chute d'un tyran. Les soldats se rapprochent. Beria, le maître manipulateur, s'agrippe maintenant au bord de la table comme s'il pouvait le sauver. Sa voix, autrefois si autoritaire, n'est plus qu'un murmure. Des témoins décrivent plus tard son effondrement soudain. Aucune résistance, aucun courage, seulement la terreur. On l'emmène par une porte dérobée, hurlant des promesses qui résonnent dans le couloir, englouti par les murs du Kremlin. Dehors, Moscou dort, ignorant que l'homme le plus puissant après Staline vient de disparaître. Les rues sont calmes, mais l'air vibre d'un événement monumental. Au sein même du pouvoir, l'équilibre a basculé. Pendant des années, Beria a incarné la terreur stalinienne, l'architecte des arrestations nocturnes, des déportations et des exécutions. À présent, il disparaît aussi vite que ceux qu'il a condamnés. Son arrestation n'est pas qu'un acte politique. Elle est le reflet du système qu'il a bâti, un rappel que même les artisans de la peur ne peuvent échapper à son dessein. Dans cette salle, cette nuit-là, l'Empire soviétique s'est retourné contre lui-même. La chute d'un homme a été le premier soubresaut d'une ère nouvelle, un empire apprenant à survivre à sa propre cruauté. Tandis que Beria disparaît dans l'obscurité, le Kremlin retombe dans le silence. Le rideau de fer ne bouge pas. Mais derrière lui, les fondations tremblent. Lorsque le cœur de Staline s'arrêta le 5 mars 1953, le silence qui suivit n'était pas celui du deuil, mais celui de la peur. Pendant 3 décennies, un seul homme avait régné par la terreur et désormais, la machine qu'il avait bâtie était sans maître. Autour de sa dépouille, l'avenir de l'Union soviétique se négociait déjà à voix basse. Dans ce moment d'incertitude, une figure se distingua par sa rapidité. Lavrenti Beria. En quelques jours, Beria prit le contrôle du ministère de l'Intérieur, le fusionnant avec la police secrète pour former le MVD. La nouvelle structure plaça chaque prison, chaque dossier, chaque recoin sous son commandement. Pendant quelques mois, il fut l'homme le plus puissant d'Union soviétique. Pour beaucoup, l'ère de Staline semblait s'achever pour laisser place à celle de Beria. Mais il aspirait à plus que le pouvoir. Publiquement, il se présenta comme un réformateur. Il ordonna la libération de plus d'1 million de prisonniers, dont beaucoup avaient été incarcérés sur la base d'accusations fabriquées de toutes pièces. Il assouplit les restrictions imposées aux minorités ethniques exilées sous Staline, rouvrit les institutions culturelles et parla de justice et d'humanité. Les journaux publièrent ses discours appelant à la légalité socialiste. C'est un instant, le peuple soviétique entrevit un visage plus humain du pouvoir. Pourtant, au sein du Présidium, ses rivaux l'observaient avec suspicion. Il connaissait trop bien le passé de Beria. C'était lui qui avait supervisé les grandes purges, qui avait signé les listes d'exécution avec une précision désinvolte. Ces réformes, pensait-il, n'étaient pas nées de la compassion, mais du calcul, une tentative d'acheter des loyautés, de redorer son image avant de s'emparer du pouvoir suprême.
Dans les couloirs enfumés du gouvernement, des alliances commencèrent à se former. Georgi Malenkov, jadis allié de Beria, devint prudent. Nikita Khrouchtchev, sous-estimé par beaucoup, jouait la carte de la patience, écoutant, attendant, comptant ses ennemis. Le charme de Beria, son intelligence vive, son accent du Sud qui pouvait désarmer ou intimider, rien ne pouvait masquer le malaise qui gagnait les rangs de la direction. Il est allé trop loin, trop vite. Sa proposition d'une Allemagne neutre et réunifiée a alarmé l'armée, qui a vu un signe de faiblesse. Son ton conciliant envers l'Occident a poussé les conservateurs à murmurer l'impensable, la trahison. Des rapports des services de renseignement circulaient discrètement, suggérant que Beria nourrissait des sympathies étrangères. Personne n'y croyait vraiment, mais à Moscou, la conviction importait peu. Le soupçon suffisait. Début juin, le complot contre lui était bien rodé. Des réunions se tenaient en secret, des gardes étaient discrètement mutés, des ordres étaient préparés sous de faux prétextes. Beria, sûr de sa maîtrise de l'appareil sécuritaire, ignorait que son propre système était désormais retourné contre lui. L'Union soviétique, encore sous le choc de la mort de Staline, était en proie à une paranoïa collective. Celui qui surveillait jadis le moindre geste de ses collègues se retrouvait désormais traqué. Alors que l'étau se resserrait, les prétendues réformes de Beria devinrent sa preuve de culpabilité, la preuve qu'il entendait remodeler l'État à son image. Ainsi, lorsque les soldats de Djoukov pénétrèrent dans le présidium cette nuit fatidique de juin, le sort de Beria était déjà scellé. Sa chute n'avait pas commencé par une trahison, mais par l'illusion de son invincibilité. La voiture noire s'arrêta devant la prison de Lefortovo juste avant l'aube. Pendant des années, Lavrenti Beria avait fait passer des milliers de personnes par ces mêmes portes de fer, ministres, généraux, scientifiques, poètes. À présent, tandis que les portes se refermèrent derrière lui, l'écho de ses pas marqua le début de sa captivité finale. L'homme qui avait jadis maîtrisé la peur en était désormais consumé. À l'intérieur, les gardiens parlaient peu. Ils n'en avaient pas besoin. Chaque routine, la fouille à nu, la cellule froide, les documents numérotés, faisait partie de la même machine que Beria avait perfectionnée. Une simple ampoule pendait du plafond, projetant son ombre sur le mur comme le fantôme d'une autorité perdue. Il tenta de commander, d'exiger que son grade soit reconnu, mais le silence qui lui répondit était délibéré. Sa voix n'avait plus aucune emprise. Les interrogatoires commencèrent quelques jours plus tard. Une commission spéciale, triée sur le volet par Khrouchtchev et Malenkov, prit en charge son dossier. Leur but n'était pas la justice, mais une élimination déguisée en procédure. Les questions de Beria étaient accueillies par des notes griffonnées par de jeunes officiers qui l'avaient jadis craint. À présent, ils le voyaient trembler. Chacun de ces mots était transformé en aveu. Durant les premières semaines, il tenta de négocier. Il promit de révéler des secrets d'État, les programmes atomiques soviétiques, les contacts occidentaux, voire les crimes privés de Staline, s'il l'épargnait. Il leur rappela que sans lui, la bombe soviétique n'existerait pas. Les interrogateurs notèrent tout, puis oublièrent. Ils avaient besoin d'un coupable, pas d'un témoin. Les archives montrent que sa cellule était isolée, gardée jour et nuit. Il n'était autorisé à dormir que quelques heures par nuit. La nourriture était fade, les interrogatoires incessants. Beria, qui avait jadis décidé du sort de millions de personnes d'un trait de plume, signait désormais ses propres aveux sous la contrainte. Les notes, déclassifiées par la suite, révèlent son écriture tremblante sur la page, un homme documentant sa propre disparition. Hors des murs de Lefortovo, son monde s'écroulait. Ses plus proches alliés au sein du MVD furent arrêtés, interrogés et contraints de le dénoncer. Leurs témoignages, préparés par le système même qu'il avait mis en place, devinrent les piliers de son accusation. La rapidité de leur trahison fut brutale et implacable. Certains étaient ses protégés, des hommes qui avaient appris l'interrogatoire grâce à ses propres manuels. La nuit, Beria murmurait aux gardes qu'il était innocent, que tout cela n'était qu'un malentendu. Ils ne répondirent pas. Dans son esprit, il repassait en boucle chaque ordre d'exécution qu'il avait signé, chaque cri provenant des couloirs de la Loubianka. À présent, dans l'obscurité, les sons lui revenaient, non plus comme un souvenir, mais comme un jugement. La prison était devenue son miroir. Chaque mur reflétait ce qu'il avait fait de son pays. Un État qui dévorait ses fidèles serviteurs lorsqu'il devenait gênant. Son nom, jadis prononcé dans la terreur, était désormais effacé des registres, son portrait retiré des bureaux. À la fin de l'été,
la peur de Beria avait fait place à une résignation silencieuse. Il comprenait ce que ses victimes avaient toujours su. En Union soviétique, la culpabilité n'était pas prouvée, elle était attribuée. L'interrogateur avait enfin compris le sens de son propre système. Dans le silence des couloirs de pierre de Lefortovo, Lavrenti Beria commença à saisir l'ampleur de sa chute. Les interrogatoires ne l'effrayaient plus, ce qui le troublait désormais, c'était la prise de conscience. Il avait bâti ce monde. Chaque question posée, chaque aveu extorqué, chaque humiliation calculée, autant d'outils qu'il avait lui-même conçus. Pendant des années, il avait cru que la terreur pouvait préserver l'ordre. À présent, déchu de son pouvoir, il réalisait que la peur ne garantit pas la puissance. Elle ne fait que retarder l'effondrement. Les historiens qualifieraient plus tard cette période de règlement de compte soviétique, bien que peu de personnes au Kremlin l'aient perçue ainsi. Le système ne s'est pas arrêté pour réfléchir. Il s'est simplement replié sur lui-même, se nourrissant de ses créateurs. La chute de Beria fut moins une trahison qu'une continuation de cette logique. Sous Staline, l'État exigeait des aveux comme preuve de loyauté. Lorsque les mots pouvaient être pervertis en crime, le silence devenait culpabilité et la vérité perdait toute importance. Ce même rituel se répétait, avec une nouvelle victime, une victime dont l'autorité avait jadis semblé divine. Durant ces derniers mois, Beria aurait oscillé entre arrogance et désespoir. Certains témoignages affirment qu'il espérait encore être secouru par des alliés, d'autres suggèrent qu'il pleurait lors des interrogatoires. Quoi qu'il en soit, un fait est certain. Il ne savait plus où s'arrêtait l'homme et où commençait la machine. Il était à la fois bourreau et témoin, un homme consumé par ses propres desseins. Le poids moral de sa chute réside non seulement dans la punition personnelle, mais aussi dans ce qu'elle a révélé de l'expérience soviétique. Pendant des décennies, la survie du régime reposa sur la conviction que la terreur était nécessaire, que la brutalité, organisée, pouvait bâtir l'utopie. La destruction orchestrée par Beria prouva le contraire. Dès lors que les architectes de la répression purent être éliminés avec la même efficacité que leurs victimes, l'illusion de stabilité se brisa. La Révolution avait englouti son dernier fervent partisan. À travers des notes d'archives et des témoignages ultérieurs, nous entrevoyons les tentatives de Beria pour se justifier. Il affirmait que ses ordres venaient de Staline, qu'il n'était qu'un serviteur de l'État. Mais dans ses plaidoyers pour la justice, l'histoire révéla son ironie la plus cruelle. Il implorait justice dans un système qu'il avait aboli. Il cherchait la raison là où elle était proscrite depuis longtemps. Les voix de ceux qu'il avait jadis condamnés, scientifiques, généraux, maires, semblent résonner dans sa cellule. Chacune pose la même question silencieuse. A-t-il jamais cru en quelque chose au-delà du pouvoir? C'était peut-être là la véritable tragédie, non pas ses crimes, mais son vide intérieur. Au fil des mois, l'identité de Beria se fondit dans l'institution qu'il avait jadis dirigée. Il devint le symbole, non pas de la corruption d'un homme, mais de la soif de contrôle d'une nation. Lorsque la presse soviétique le dénonça enfin comme un traître, rares furent ceux qui perçurent la vérité plus profonde. Chaque accusation portée contre Beria pouvait, à terme, s'appliquer à quiconque exerçait un pouvoir sans limite. En fin de compte, son histoire n'était pas seulement un règlement de compte personnel. C'était l'État se regardant dans un miroir et n'y trouvant plus aucun reflet digne de confiance. Décembre 1953. Moscou est figé sous un ciel d'hiver gris et immobile. Dans les profondeurs de la ville, dans une chambre fortifiée gardée par des soldats, Lavrenti Beria fait face à son tribunal final. Le procès, si l'on peut l'appeler ainsi, dure à peine 5 jours. L'issue n'a jamais fait de doute. Autour, de lui siègent des juges militaires et de hauts fonctionnaires. Des hommes qui craignaient autrefois son regard, désormais chargés d'effacer son existence. L'atmosphère à l'intérieur du bunker est lourde de solennité. Des papiers bruissent. Les chefs d'accusation sont énumérés sur le ton familier de la justice soviétique. Trahison, espionnage, corruption morale, complot. Beria écoute, pâle et tremblant, murmurant parfois pour lui-même. Il tente de parler, mais le maréchal qui préside l'interrompt. « Les ennemis du peuple n'ont pas de voix », déclare-t-il. Cette phrase, que Beria lui-même avait employée d'innombrables fois, scelle son destin avec une précision poétique.
Les témoignages oculaires décrivent la scène avec des détails glaçants. Beria, dépouillé de ses médailles et de son grade, s'agrippe au banc, implorant la clémence. Il insiste sur le fait qu'il a servi le parti, que ses actions étaient pour Staline, pour la révolution. Mais personne ne répond. Derrière les juges, des gardes se tiennent prêts, le visage impassible. Ce n'est pas la justice, c'est un rituel. L'État, après avoir créé son monstre, procède maintenant à sa purification. Lorsque le verdict est prononcé, la peine de mort par fusillade, il n'y a ni applaudissement ni réaction. Le silence lui-même devient partie intégrante de la mise en scène. On le conduit dans un couloir étroit, ses pas hésitants sur le sol de pierre froide. La chambre d'exécution empeste l'huile et le béton humide. Une unique lumière vacille au-dessus de lui. Le général Pavel Batitsky, ou selon certains le général Bachta, attend, pistolet à la main. Les derniers mots de Beria restent incertains. Certains témoignages affirment qu'il a imploré sa grâce. D'autres suggèrent qu'il a tenté d'invoquer une dernière fois le nom de Staline. Peu importe, il est contraint de s'agenouiller. Le pistolet Walter allemand, confisqué à des officiers nazis des années auparavant, est pressé contre sa tempe, une arme d'ironie. 3 coups de feu brisent le silence. Une balle dans la poitrine, 2 dans la tête. Son corps tressaille une fois puis s'effondre. À cet instant, l'Union soviétique tourne la page sur l'un de ses chapitres les plus sombres. L'homme qui commandait jadis les bourreaux meurt, simple nom de plus sur une liste. Sa dépouille est incinérée en secret. Ses cendres dispersées sans sépulture. Même son certificat de décès est codé, un euphémisme bureaucratique pour disparition. À la surface, la vie reprend son cours. Khrouchtchev et ses collègues s'imposent comme la nouvelle direction collégiale. Leur message public étant un message d'unité et de progrès. Mais sous les slogans se cache une angoisse sourde. Tous les présents connaissent la vérité. L'exécution de Beria n'est pas une fin, mais une réinitialisation. Le système reste intact, perfectionné, assaini et prêt à fonctionner. Pour la première fois dans l'histoire soviétique, le pouvoir a dévoré le pouvoir sans artifice. La balle qui a tué Beria a fait plus que mettre fin à une vie. Elle a dissipé l'illusion que la terreur puisse un jour être maîtrisée. Dans le silence du bunker, l'écho de cette vérité résonne longtemps après que la fumée se soit dissipée. Le Kremlin a rapidement tourné la page. Les réunions ont repris, les rapports ont circulé et de nouveaux portraits ont remplacé les anciens. Le nom de Beria a disparu des discours et des journaux, comme s'il n'avait jamais existé. Mais l'effacement n'est pas synonyme d'absence. Sa présence persistait, un avertissement tacite gravé dans le tissu même du pouvoir soviétique. Le système qui l'a consumé ne s'est pas repenti. Il s'est simplement adapté. À huis clos, les autorités étudièrent ses méthodes, non pour les condamner, mais pour les perfectionner. Les dossiers qu'il avait jadis conservés sous clé furent de nouveau scellés, sous la responsabilité de nouveaux gardiens. Les réseaux de renseignement qu'il avait mis en place restèrent intacts, leur influence s'étendant même sous de nouvelles directives. L'Union soviétique, tel un organisme vivant, perdit l'un de ses organes, mais la peur continua de circuler avec force. Les historiens qualifièrent plus tard cette période d'illusion de réforme. Après l'exécution de Beria, le gouvernement de Khrouchtchev afficha une certaine bienveillance, dénonçant les crimes de l'ère stalinienne et promettant une gouvernance plus douce et plus rationnelle. Pourtant, la machine de surveillance continuait de tourner en coulisses. Ce n'était plus la terreur d'un seul homme, elle était institutionnalisée, systématique, impersonnelle. Le fantôme de Beria s'était fondu dans le collectif. Dans les années qui suivirent, les rumeurs persistèrent. Certains murmuraient que Beria avait survécu, que le procès était une mise en scène, qu'il vivait sous une autre identité. Ces histoires relevaient moins de la vérité que de la mémoire, le besoin humain d'imaginer que le pouvoir ne meurt jamais vraiment. Mais au fond, les rumeurs disaient vrai. Beria a survécu non pas en tant qu'homme, mais en tant que méthode. Son héritage est resté inscrit dans la logique du contrôle. Secret, obéissance, silence. Des documents déclassifiés des décennies plus tard ont révélé l'étendue de son influence. Les programmes qu'il supervisait, les projets atomiques, les déportations, le vaste réseau d'informateurs étaient devenus les fondements de la puissance soviétique. Même lorsque Khrouchtchev l'a condamné, l'Empire a continué de s'appuyer sur ses plans. En tentant d'effacer Beria, l'État a préservé son œuvre. Il y a là une cruelle symétrie.
La même nation qui l'a exécuté pour trahison allait plus tard utiliser ces stratégies pour s'assurer la loyauté. La même idéologie qui promettait l'égalité avait toujours besoin de forces invisibles pour la faire respecter. Et la même peur qu'il avait jadis protégée allait continuer à protéger d'autres, de génération en génération. L'histoire de Beria, en fin de compte, n'est pas seulement celle de la corruption d'un homme, elle est celle de la persistance du pouvoir lui-même. Les systèmes bâtis sur la peur ne s'effondrent pas à la chute d'un tyran. Ils s'adaptent, changent de visage et continuent de vivre. Sa mort était censée symboliser une renaissance pour l'Union soviétique. Au lieu de cela, elle n'a fait que confirmer un cycle. Lorsque l'État soviétique s'est finalement dissous en 1991, rares étaient ceux qui se souvenaient des détails de cet hiver 1953. Pourtant, dans tout système où règne le secret et où la responsabilité s'estompe, l'ombre de Beria plane encore en marge de l'histoire, rappelant que le pouvoir meurt rarement. Il apprend simplement à se dissimuler. Ainsi, dans le silence qui suivit son exécution, l'Union soviétique laissa échapper un soupir, mais ce n'était pas un soupir de soulagement. C'était le murmure d'une machine qui se remet en marche pour le prochain acte.